Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoForce. Aujourd'hui, on va parler des crypto-monnaies et surtout de l'aspect criminel ou non des crypto-monnaies parce que effectivement, c'est vrai que là, avec les polémiques sur FTX, sur l'affaire Terra Luna avant, d'où ouais, on a les deux fondateurs, que ce soit du Terra Luna ou de FTX, sont aujourd'hui soit recherchés par Interpol, soit derrière les barreaux. Eh bien, c'est vrai qu'on a un véritable aspect polémique sur la criminalité au sein des crypto-monnaies, à juste titre, bien évidemment, mais le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est très politisé et surtout, c'est très mis en avant par les autorités financières et les politiques qui sont détracteurs des crypto-monnaies à la base. Donc, en fait, ils en profitent de ces événements-là, alors qu'en fait, ils ne représentent pas du tout la majorité de l'écosystème des crypto-monnaies, mais ça donne forcément une mauvaise image du milieu et peut-être à tort. Et c'est pour ça que je voulais faire une vidéo pour vraiment vous présenter, vous expliquer la criminalité au sein des crypto-monnaies est-elle majeure ou mineure? Bien sûr, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, mais avant ça, effectivement, c'est tout l'enjeu du moment, je pense, parce qu'en plus nous sommes dans bear market, le Bitcoin a chuté en termes de valeur, l'attrait qui va avec pour les crypto-monnaies d'eux-mêmes forcément, et donc c'est peut-être la période, je veux dire, la plus faible du marché des crypto-monnaies, et on sent bien que les politiques et les célébrités détractrices, on va dire, du Bitcoin et des crypto-monnaies s'en donnent à cœur joie pour essayer d'enfoncer encore plus les crypto-monnaies. Donc déjà, la première chose, moi, ce que je voulais dire pour prendre un peu de recul, c'est que le fait qu'on ait des énormes préjugés au niveau de la masse publique et de la part des politiques, des gouvernements, des autorités financières sur une technologie numérique émergente, ce n'est pas une première. Là, je parle d'Internet, tout simplement. Parce que comme je vous le rappelle, Internet, eh bien, il a été créé il y a enfin, il a été mis en circulation dans le domaine public, parce qu'avant c'était quelque chose qui était militarisé, et c'est dans les années 90 il a basculé dans le domaine public. Donc avant, on n'entendait pas trop parler, parce que bien sûr, la masse publique on ne pouvait pas y accéder, nous, à Internet, on ne pouvait pas l'utiliser. Mais quand ça s'est démocratisé, eh bien, on a eu vraiment un engouement. Là, c'est marrant quand même de faire le lien avec les crypto-monnaies, parce que là, donc, j'ai un tweet donc de bon, Goku, mais ce que je trouve très intéressant, c'est l'image même de ce présentateur de télé. Ça, c'était dans les années 90-2000, hein, c'est il y a 20-30 ans, au moment de la naissance d'Internet. Et là, il parle, donc, ce présentateur télé présente dans son journal télévisé Internet. Et là, c'est marrant. Donc, je vous mets le passage. Découvert sur le fameux réseau de communication internationale Internet, n'importe qui pouvait trouver la recette destinée à confectionner des bombes et à se livrer à des actes de terrorisme. C'est aussi simple et terrifiant que cela. Internet est-il devenu le réseau de tous les dangers? Voilà, donc Internet, le réseau de tous les dangers, petit point d'interrogation. Donc ça, c'est au début d'Internet. Donc là, j'ai envie de vous dire, plutôt que de remplacer Internet, on va mettre le Bitcoin, le réseau de tous les dangers, ou alors les crypto-monnaies, le réseau de tous les dangers, ou les réseaux de tous les dangers. Voilà. Donc c'est pour vous dire que, et je vais aller plus loin, là j'ai un article donc de Slate.fr, c'est comment la France voyait Internet en 1997. Et c'est très intéressant parce que dans cet article-là de Slate.fr, eh bien, on a des propos de personnalités qui disaient à l'époque que tous les internautes, quand même, ceux qui utilisaient Internet à l'époque étaient des criminels, des pirates, des pédophiles. Et que Internet, c'était le repère justement de toutes ces personnes criminelles. Voilà. Donc c'est quand même assez intéressant, je trouvais, quand même de faire le lien euh, à 30 ans près de les technologies naissantes. Et si je fais le lien à ce point-là, c'est déjà parce que aussi il faut rappeler que Internet, aujourd'hui, 20 ans après donc cette vidéo, là, ce passage, avec ce présentateur télé, eh bien, on a 4,6 milliards d'ordinateurs qui sont connectés à Internet. Donc, on imagine très bien que sur les 4,6 milliards, tous ne sont pas des pédophiles, des criminels, des bandits, des psychopathes, tout ce que vous voulez, on va dire. Or, ça représenterait plus de la moitié de la population mondiale. Donc, bon, on va rester quand même poli. Mais surtout, ce qui est intéressant avec la naissance d'Internet, c'est que tous les géants du numérique
qu'on connaît aujourd'hui, les GAFA, notamment Facebook, Amazon, Twitter, euh, toutes les entreprises de près ou de loin qui sont dans le top 10, même top 20, top 100 des plus grosses entreprises du monde, ont forcément des liens étroits avec Internet, de près ou de loin. Donc on voit bien que Internet, ça a été la technologie qui a permis de passer d'une ère peut-être industrielle à une ère numérique dans les années 2000. Voilà, donc ça a tout simplement révolutionné notre monde, quel qu'il soit social, économique, etc. Voilà. Et donc maintenant, quand bah là, j'ai passé vraiment au focus sur les crypto-monnaies, qu'est-ce qu'on en dit et surtout qu'est-ce qu'en disent concrètement aujourd'hui en 2021-2022 les autorités financières comme Christine Lagarde, parce que là vous me voyez venir, j'ai une vidéo de Christine Lagarde qui était donc en 2021, qui est passée sur BFM TV pour faire une interview, et elle a parlé notamment du Bitcoin et des crypto-monnaies. Donc là aussi, je vous laisse, je vous mets le petit passage que je vous mets, je vous laisse regarder. Fondamentale, c'est que pour Libra, par exemple, vous êtes d'accord, alors que la crypto-monnaie qui se développe sur la blockchain avec ce qu'on appelle un rôle, est-ce que c'est pas ça qui pose un problème aux banques centrales? Rien ne me pose problème. Ce qu'il faut simplement, c'est que les consommateurs ne soient jamais spoliés et qu'ils soient parfaitement informés de la nature du risque qu'ils prennent. S'ils achètent un bitcoin ou autre élément de la même famille, c'est un actif spéculatif. Il faut qu'ils sachent qu'ils prennent un risque de spéculation majeure et de variation considérable de la valeur de l'actif en question. Sans compter que c'est en général ces éléments-là qui sont utilisés pour le financement d'un certain nombre de commerces qui se passent sur le dark web et sur lesquels, franchement, je ne pense pas que ni vous, ni moi ne serions particulièrement contents que nos enfants s'y amusent. Donc ça veut dire qu'il faudrait interdire ces cryptos actifs, les réglementer davantage? Quelle est la solution? Moi, je pense, si vous voulez, ce que je pense, c'est que, et c'est une réflexion qu'on engage au sein de la Banque Centrale Européenne avec l'ensemble du Conseil des gouverneurs et les banques centrales nationales qui en font partie, il faut impérativement que si une activité est conduite par un acteur privé, cette activité, si elle s'apparente à de la monnaie, entre guillemets, elle soit soumise exactement aux mêmes règles, exactement aux mêmes ratios, exactement aux mêmes mécanismes de supervision. C'est le principe, même business, même supervision, même régulation. Voilà, donc si je reprends le propos mot pour mot de Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, elle a dit, c'est en général ces éléments-là, en parlant du Bitcoin et des crypto-monnaies, qui sont utilisés pour le financement d'un certain nombre de commerces qui se Et on passent va sur le dark parler des web. bonnes nouvelles de ça. C'est-à-dire, en gros, c'est pour les criminels. Et ceux qui utilisent les crypto-monnaies, c'est les criminels. Donc on a quand même, de façon très similaire et de façon très étonnante, le même discours que sur Internet dans les années 2000 et les années 90, que sur les crypto-monnaies à ses débuts avec le Bitcoin et toutes les autres crypto-monnaies. Voilà. Donc c'est assez quand même marrant, je trouve intéressant d'avoir un lien identique alors qu'on va voir que les crypto-monnaies sont pourtant quelque chose de révolutionnaire. Et en plus, s'inscrivent également dans la lignée d'Internet et révolutionnent également Internet. Donc ça, c'est fou. Voilà. Donc maintenant, on a fait un peu le topo sur le contexte. Je vais passer à vraiment les preuves si les crypto-monnaies sont bien criminelles ou pas. Donc pour les criminels. Donc là, je me suis basé sur une étude de Chain Analysis. Donc Chain Analysis, en fait, c'est une entreprise qui est, donc, je vous dis, hein, qui est spécialisée justement dans l'analyse blockchain, c'est-à-dire elle a travaillé avec notamment les autorités gouvernementales fédérales américaines, donc c'est une entreprise américaine, hein, basée sur l'analyse de la blockchain. Et Chain Analysis a permis de faire la lumière sur plusieurs affaires dans le monde liées au monde de la crypto-monnaie, notamment le hack de MTGOX en 2014, où l'entreprise a d'ailleurs fait faillite à cette époque-là à cause de ce hack et de nombreux bitcoins ont été volés. Donc ben, c'est Chain Analysis qui a permis de faire la lumière sur l'affaire. Ensuite, l'entreprise Chain Analysis a également travaillé avec le département de la justice américaine pour les aider à faire fermer le plus gros site internet pédophile au monde en 2019. Et de façon plus générale, Chain Analysis a également aidé les autorités fédérales américaines à retracer toutes les transactions illicites en crypto-monnaie en remontant les informations au sein des blockchains
Et par exemple, là, on peut parler du fameux, très célèbre site du Dark Web, le Silk Road, où il y a le PDG, enfin le créateur de ce site qui a été justement mis derrière les barreaux, mais c'est en fait avec l'aide de Chainalysis. Donc on va dire que Chainalysis a également permis de récupérer 1 milliard de dollars de transactions illicites utilisées avec les crypto-monnaies. Donc on va dire que la réputation de Chainalysis n'est plus à faire parce qu'elle collabore de façon très étroite avec en plus les autorités gouvernementales, et notamment fédérales américaines, qui ont la juridiction la plus dure au monde à propos des crypto-monnaies, du moins une des plus dures au monde. Voilà, et donc, eh bien, cette étude-là, j'ai le rapport voilà, sur le site de Chainalysis, comme vous pouvez le voir, et donc au 6 janvier 2022, ils ont fait un rapport, une étude sur les crimes, en fait, les tendances criminelles des crypto-monnaies en 2022. Et là, vous allez voir, surprise, donc là j'ai un graphique, je n'ai pas bien sûr toute l'étude, mais je vous mettrai le lien de l'étude, comme ça vous pourrez le lire à tête reposée, pour vraiment vous faire une idée par vous-même. Eh bien, là, il montre que les illicit share of all cryptocurrency transactions volume entre, en gros, les transactions criminelles en crypto-monnaie, les volumes entre 2017 et 2021, c'est cela. C'est-à-dire que sur 100%, par exemple, en 2021, seulement 0,15% des transactions en crypto-monnaie étaient illicites criminelles. Voilà. Donc, ça veut dire que quand on juxtapose cette étude-là avec les propos de Christine Lagarde, qui est quand même présidente de la Banque Centrale Européenne, mais en fait, on a envie on se pose la question, est-ce que ces personnes-là savent vraiment en fait de quoi ils parlent? Parce que c'est quand même étonnant d'avoir un tel décalage entre les propos, et en plus c'était la même année, c'est-à-dire que ce gars-là en 2021 c'est à 0,15%, et la présidente de la Banque Centrale donne son interview en février 2021. Donc là, voilà. On se marre. Et même dans les années précédentes, vous voyez que le maximum, c'était 3,37% en 2019, par rapport au volume total de transactions générées par les crypto-monnaies. Donc on voit qu'on est très bien, on est très loin du compte, et en fait les crypto-monnaies ne sont pas du tout liées à la criminalité. Bien sûr, il y a des utilisations criminelles, mais je vais vous dire une chose, c'est de moins en moins, parce que maintenant, avec la juridiction qui est en train de se mettre en place, l'aspect légal est en train de se mettre en place autour des crypto-monnaies, toutes les plateformes exchange dans le monde qui veulent être régularisées, qui veulent continuer à développer leurs services, sont obligées de se conformer, par exemple, à la future loi MiCA, future loi TRF, qui est en train de rentrer en vigueur, notamment en Europe. D'ailleurs, je vous invite à voir la vidéo. J'ai fait la vidéo sur la loi MiCA TRF qui entre en vigueur pour 2024-2025, on va dire. Voilà, donc n'hésitez pas à la regarder, vous expliquer ce que c'est. Mais, mais en tout cas, même ces plateformes exchange-là qui proposent de vendre et d'acheter les crypto-monnaies, elles obligent désormais les utilisateurs qui veulent acheter ou vendre des crypto-monnaies sur la plateforme de donner leur identité. Et, et donc, ça veut dire que vous avez de moins en moins de possibilités pour les criminels de passer de façon inaperçue, anonyme, sur les crypto-monnaies. C'est peut-être même encore moins opaque, c'est plus transparent peut-être les crypto-monnaies aujourd'hui, encore plus quand on sait que derrière c'est la blockchain. Pour rappel, la blockchain, c'est la technologie sous-jacente sur laquelle fonctionnent les crypto-monnaies, et la blockchain est de plus en plus utilisée dans le système bancaire, dans les entreprises et les industries, pour améliorer la qualité, la traçabilité des données, etc. Et c'est vrai que la blockchain, c'est l'outil parfait pour tracer les données. C'est-à-dire, par exemple, la blockchain du Bitcoin permet tout simplement d'avoir stocké toutes les transactions en Bitcoin depuis la naissance du Bitcoin, c'est-à-dire en 2009. Ces criminels, en fait, se sont rattrapés au bout d'une dizaine d'années, c'est-à-dire qu'ils avaient effectivement fait des opérations criminelles en 2009 à la naissance du Bitcoin, puisque à l'époque, il n'y avait pas de juridiction comme on l'a aujourd'hui en 2022, et donc ils se pensaient intouchables et se pensaient invisibles. Sauf qu'aujourd'hui, en 2022, ils sont rattrapés 10 ans, plus de 10 ans après, parce que la blockchain du Bitcoin a tracé absolument toutes leurs transactions, et de façon illimitée. Et donc, quand je fais le parallèle là aujourd'hui avec cette technologie-là qui trace absolument toutes les transactions euh, et de façon décentralisée, c'est-à-dire que personne ne peut modifier les informations dans cette blockchain du Bitcoin. Et donc, personne ne peut accéder aux informations, les falsifier
peut-être un système de corruption, j'ai envie de vous dire. Et ça, ce n'est pas le cas, par exemple, dans le système des banques traditionnelles ou autres systèmes centralisés que nous connaissons aujourd'hui, plus traditionnels. Et je suis persuadé, alors, il faudrait faire une étude sur le système bancaire et les opérations criminelles liées au système bancaire, mais je suis convaincu que le système bancaire traditionnel, comme il est plus opaque, comme il est plus reconnu et plus surtout avec une toile d'araignée plus intense, avec des transactions, des volumes beaucoup plus importants, eh bien, il favorise forcément plus de volume de transactions criminelles que les crypto-monnaies. Mais comme c'est le système bancaire que tout le monde le connaît, etc., ça choque moins dans un premier temps. Il suffit de voir par exemple les Pandora Papers, enfin les affaires Papers là, avec toutes les politiques, tous les politiques, toutes les personnalités qui ont leur compte bancaire offshore planqué à droite à gauche dans les îles paradisiaques. Mais tout ça, c'est forcément lié à des systèmes bancaires. Donc, et on a plus, il y a des journalistes qui creusent et plus on constate qu'en fait, il y a de nombreuses personnalités qui échappent aux impôts et à la déclaration de leur patrimoine en se réfugiant dans les systèmes offshore. Mais ce sont des systèmes offshore, ce sont des systèmes bancaires traditionnels. Voilà. Or, ce cas-là, vous ne pouvez pas les avoir dans la crypto-monnaie parce que vous avez une blockchain qui trace toutes les informations et que personne ne peut falsifier les informations au sein d'une blockchain. Pour ça que vous n'aurez jamais des Pandora Papers, des Panama Papers, tout ce que vous voulez au sein de la blockchain, au sein des crypto-monnaies. Donc, donc ça aussi, c'est un fait à prendre en compte. Et c'est pour ça aussi que j'avance le fait, je m'avance là-dessus, hein, bien sûr, mais je pense aussi que la crypto-monnaie, à travers la blockchain, bien évidemment, euh, peut également amener une révolution du système économique que l'on connaît, mais surtout du système bancaire. Parce que le système bancaire est loin d'être parfait aujourd'hui, on le voit bien, que ce soit en termes d'économie générale, mais surtout en termes de sécurité et encore plus en termes de transparence. Voilà. Et donc, c'est pour ça que quand on fait le lien, quand on voit la présidente de la Banque centrale, Christine Lagarde, qui critique les crypto-monnaies en disant c'est criminel, alors que les banques traditionnelles s'en donnent à cœur joie au niveau des systèmes offshore pour cacher des comptes bancaires à droite à gauche, eh bien, on ne peut plus avoir le sourire quand on voit en plus l'étude Chainalysis qui indique que 0,15% de la totalité des transactions en crypto-monnaie sont destinées à des usages illicites. Voilà. Bon, sur ce, c'était la petite conclusion de la vidéo. Je vous invite, si vous avez aimé la vidéo, à laisser un commentaire, déjà pour savoir si ça vous a amené quelque chose, à laisser un like, à dire également votre avis si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord, n'hésitez pas. Et puis sur ce, eh bien, moi je vous fais la bise, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, ciao.